Le cliquetis de la coutellerie résonnait avec une acuité trop vive contre les vieux murs de la salle à manger. Nous étions réunis pour le dîner à Muail, l'odeur du haddock cuit flottant encore lorsque ma mère enfonça sa fourchette dans la table comme pour y planter un drapeau. Sa voix suivit, tranchante et inébranlable. Vous avez 24 heures pour récupérer vos affaires. Cette maison est à votre frère maintenant. Les mots ne semblèrent pas réels d'abord. Je cherchais le visage de mon père, espérant une contradiction, mais il ne leva jamais les yeux de son assiette. Mon frère Rogan s'adossa à sa chaise, les bras croisés, un rictus suffisant étirant ses lèvres. Je sentis le poids du silence m'écraser plus lourdement que n'importe quelle tempête venue de Casco Bay. Je regardais autour de moi la pièce dans laquelle j'avais versé des années d'efforts, la peinture fraîche sur les moulures. Les fenêtres que j'avais fait remplacer après le dernier coup de Noroît. Les planchers solides que j'avais rénovés de mes propres mains. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, résumé en une seule phrase. J'étais effacé. Ma poitrine se serra, mais je refusai de leur donner l'argument pour lequel ils s'étaient préparés. Je posai ma serviette sur la table et reculai ma chaise sans un mot. Les yeux de ma mère se plissèrent, attendant que j'explose, mais je ne lui donnerais pas le spectacle qu'elle attendait. Mon père sirota son eau comme un homme qui avait déjà choisi son camp. Rogan sourit comme si la victoire était déjà la sienne. La maison qui avait été mon port d'attache me glissait entre les doigts. Pourtant, je gardais ma voix calme et mes pas rassurés. Sur le porche, le vent venu de la baie me cinglait la peau, mais la clarté vint avec lui. Il pensait que le silence signifiait la reddition. Il pensait que 24 heures étaient tout ce que j'avais. Ce serait suffisant. La maison resta silencieuse après la dispute, chaque recoin vibrant de souvenirs. Je marchais lentement de pièce en pièce, mes pas légers sur les planches que j'avais moi-même poncées. Dans la cuisine, les placards portaient encore la légère odeur de vernis que j'avais appliquée lors des longues soirées après le travail. Quand je restais debout pour finir des projets, personne d'autre ne voulait y toucher. Mes mains avaient récuré les tâches de cet espace. Mes chèques de paie avaient acheté les nouveaux appareils électroménagers. Pourtant, maintenant, c'était revendiqué comme le cadeau de quelqu'un d'autre. Je dérivais dans le salon, laissant mes doigts effleurer les murs beige chauds que j'avais peints il y a seulement 2 étés. Je me souvins de m'être tenu sur une échelle, rouleau à la main, déterminé à égayer l'endroit après des années de grisaille. Rogan était parti alors, parti chercher des contrats dans d'autres États, trop occupé pour répondre aux appels. Mes parents avaient murmuré leur appréciation à l'époque, mais cela n'avait pas duré. Ce soir, ces murs se tenaient muets, leur éclat terni par la trahison. À l'étage, je m'arrêtai devant la petite chambre que j'avais faite mienne. La tempête d'il y a 5 ans revint en force, le vent arrachant des bardeaux du toit, la pluie s'infiltrant par les fuites dans le grenier. Mon père avait haussé les épaules, disant qu'il n'y avait rien à faire sans argent. J'avais écrit les chèques à l'entrepreneur, vidé mes économies, et signé des heures supplémentaires à mon cabinet pour couvrir le reste. Les réparations avaient prouvé que je pouvais nous protéger, même lorsque le monde extérieur faisait rage, près de l'escalier. Je touchais la rampe, toujours lisse, où j'avais poncé les éclats. Mon grand-père Silas s'était tenu là une fois, sa voix rocailleuse mais gentille alors qu'il me disait « Ces planches auront besoin de ta main un jour ». À l'époque, je pensais qu'il parlait de simples corvées, mais maintenant ces mots semblaient plus lourds, comme s'il avait vu cette nuit venir. Je m'arrêtai à la porte d'entrée, l'air plus frais là, le sel du port s'infiltrant par de vieilles fissures. La maison semblait respirer avec moi, portant le poids de tout ce que j'y avais mis. Demain, j'aurais besoin de réponses, et je savais déjà qui appeler. Je dormis à peine, la maison m'oppressant d'un silence qui ne me semblait plus sûr. À l'aube, j'enroulai un manteau autour de mes épaules et sortis sur le porche, regardant vers la promenade orientale, où la baie commençait à peine à s'illuminer d'une pâle lumière. Mon téléphone semblait lourd dans ma main alors que je faisais défiler jusqu'au numéro de Sloan Merrick. Nous nous étions rencontrés il y a des années à Baudouin, tous deux impatients de faire nos preuves. Elle s'était lancée dans le droit, vive d'esprit et intransigeante, et j'avais toujours fait confiance à son jugement. Quand elle répondit, sa voix portait la même intonation sans détour que je me souvenais. Je lui racontai tout, le dîner, le décret de ma mère, le silence de mon père, le sourire suffisant de Rogan.
Elle écouta sans interrompre, seul le léger grattement de son stylo se faisait entendre. Quand j'eus enfin fini, elle exhala lentement. Marie, premièrement, tu n'es pas légalement expulsée. Un parent qui crie à table n'est pas un avis. Le droit exige une procédure régulière. Ils ne peuvent pas vous chasser du jour au lendemain. Sa certitude me rassura. Pourtant, la piqûre de la trahison s'accrochait à ma peau. Ils m'ont donné 24 heures, dis-je. Ils veulent tout donner à Rogan. Alors, nous commençons par des preuves, répondit-elle. Reçus, relevés hypothécaires, tous les emails ou contrats de lorsque vous avez couvert leurs dettes, et une chose de plus, les dossiers de succession. Savez-vous si votre grand-père a laissé un testament? La question me fit sursauter. Je me souvins de la voix rocailleuse de Silu, de sa main sur la rampe, me disant que la maison aurait toujours besoin de moi. Il en était propriétaire jusqu'à son décès. Je chuchotai, mais je supposais que c'était allé directement à eux. Ne suppose jamais rien, dit Sloan fermement. Si un testament existe et qu'il vous nomme, vos parents n'avaient peut-être pas l'autorité de donner la maison du tout. J'enverrai quelqu'un faire des recherches au tribunal des successions aujourd'hui. Je m'appuyai contre le pilier du porche, le froid s'infiltrant à travers mon manteau, mais une lueur de chaleur montait dans ma poitrine. Pour la première fois depuis la nuit dernière, je me sentis moins comme une intrue dans ma propre vie. Je vais rassembler tout ça, dis-je. Bien. La marée est déjà en train de changer. Ne perds pas d'énergie à te disputer. Trouve les rochers et tiens-toi dessus. Ces mots restèrent avec moi alors que je retournais à l'intérieur, ouvrant déjà les tiroirs à la recherche de dossiers de relevés bancaires et de reçus. En milieu d'après-midi, Sloan appela, sa voix tendue par l'urgence. Marie, j'ai trouvé quelque chose. Je pressai le téléphone contre mon oreille pendant qu'elle expliquait. Elle avait demandé à un greffier du tribunal des successions du comté de Cumberland de consulter tous les dossiers liés à la succession de Silu Alden. Parmi eux se trouvait un testament notarié datant de 3 ans avant sa mort. Il était simple, direct. Avec sa large signature estampillée sous le sceau, la maison de Miwa il m'était léguée uniquement à moi. Mes genoux fléchirent, et je m'affaissai dans le fauteuil que j'avais acheté avec mon premier vrai salaire. Pendant un instant, la pièce bascula. Je pensais aux soirées passées avec mon grand-père sur le porche, sa main ferme sur la mienne alors qu'il désignait les bateaux qui longeaient Casco Bay. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il avait vu au-delà de tous les autres et m'avait fait confiance pour maintenir la maison en vie. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Ma voix se brisa. Parce que cela ne les arrangeait pas, Sloan répondit, le testament a été déposé. Vos parents y avaient accès, et ils ont choisi de faire comme s'il n'existait pas. Ils n'ont pas supporté l'idée que Silas les ait négligés, ainsi que Rogan. Une chaleur monta dans ma poitrine. J'imaginais les yeux plissés de ma mère au dîner. Le refus de mon père de me regarder. Le sourire suffisant de Rogan. La trahison n'était pas seulement dans leurs paroles hier soir. Elle se préparait depuis des années. Ils avaient enterré la décision de mon grand-père pour soutenir Rogan, pour protéger sa fierté et lui donner une scène qu'il n'avait pas méritée. Le ton de Sloan se fit plus tranchant. Nous pouvons faire appliquer cela. Je préparerai une requête, mais vous devez rester calme. Rassemblez les reçus, documentez vos contributions, gardez tout organisé. Ils se battront, mais la signature sur ce papier est plus forte que leur numéro. Je regardais la copie que Sloan m'avait envoyée quelques instants plus tard, l'encre noire se détachant sur l'écran de mon téléphone. Son écriture, les mêmes boucles que je me souvenais sur de vieilles lettres, me nommait comme héritière. Il l'avait cachée, espérant que le silence m'effacerait. Mais le silence prenait fin. Je me levai, la décision s'installant dans mes os comme la pierre. S'il voulait me dehors en 24 heures, alors en 24 heures il saurait à qui appartenait vraiment cette maison. Le lendemain matin, je me suis déplacé rapidement, déterminé à agir avant le retour de mes parents ou l'arrivée de Rogan avec sa valise. J'ai appelé une entreprise locale, Portland Harbor Mover, et j'ai expliqué ce dont j'avais besoin, un travail urgent, seulement quelques gros articles, rien de plus. L'homme au bout du fil a hésité devant le court délai, mais pour midi, il a promis d'envoyer une équipe. Pendant que j'attendais, j'ai parcouru la maison avec une pile de post-it et un stylo.
J'ai marqué uniquement ce que j'avais acheté, le canapé gris ardoise pour lequel j'avais économisé des mois, la machine à laver en acier inoxydable que j'avais installée au sous-sol, les rideaux que j'avais choisis pour assortir les murs beiges. Chaque étiquette était à la fois un souvenir et un reçu. La preuve de mon travail quand personne d'autre ne voulait lever le petit doigt. Dans la salle à manger, je me suis arrêtée à la table en chêne que mon grand-père avait construite des décennies auparavant. Les chaises autour étaient les miennes, neuves, solides, achetées après que ma mère se soit plainte de celles qui étaient bancales. Je les ai marquées, mais j'ai laissé la table intacte. Le coffre en cèdre dans le couloir rempli de vieilles couvertures. Je les ai laissées aussi. Je ne voulais aucune accusation de vol. Je voulais la vérité, toute simple. Par la fenêtre, j'ai vu Madame Penfield, d'en face, regarder. Quelques minutes plus tard, elle a frappé doucement et est entrée. Ses yeux étaient bienveillants mais scrutateurs. « Vous avez toujours été bonne pour cet endroit » a-t-elle dit. « Je vous ai vu peindre, réparer, transporter des choses dans les tempêtes. C'est autant à vous que ça l'a jamais été à lui. » Ces mots m'ont rassuré plus qu'elle ne le savait. Peu après, Tom Keegan s'est arrêté lors de sa promenade depuis les quais, de la poussière encore sur ses bottes. Il a jeté un coup d'œil aux poutres du porche que j'avais renforcé il y a des années. « Votre grand-père aurait été fier » a-t-il murmuré. Au moment où les déménageurs sont arrivés avec leur camion blanc, les pièces étaient dessinées sur de petits carrés de papier coloré. Je n'ai pas tout pris. J'ai pris seulement ce qui m'appartenait. Et quand Rogan a franchi la porte, cette différence aurait plus d'importance qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les déménageurs venaient de finir de charger le canapé dans le camion lorsque j'ai entendu le bruit des pneus crissant dans l'allée. Rogan est sorti d'une berline de location, une élégante valise noire traînant derrière lui. Il a regardé la maison comme si elle était déjà sa scène, menton levé, épaules carrées. Il m'a bousculé à la porte sans me saluer. Ses chaussures résonnaient sur les planchers nus, le vide de la pièce l'accueillant plus fort que des mots. Il s'est arrêté net là où se trouvait le canapé, tournant lentement sur lui-même. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « J'ai pris ce qui m'appartenait, » dis-je calmement. Il s'est retourné, les yeux plissés. « C'est du sabotage. Maman et papa m'ont donné cette maison. Et tu l'as vidée avant même que j'aie eu la chance d'emménager. » J'ai croisé les bras, refusant de rencontrer son feu avec le mien. La machine à laver, les chaises, le canapé. Je les ai payés. J'ai tous les reçus. Meuble-toi toi-même si tu veux appeler ça une maison. Son visage est devenu rouge, mais la colère a fait place à quelque chose d'autre. La peur. Il s'est affalé sur sa valise, se frottant les tempes. Tu ne comprends pas. Mon entreprise de construction s'effondre. Les investisseurs rôdent, et je leur ai promis d'avoir des garanties. Et sa voix a baissé. Leia est enceinte. J'ai besoin de cette maison. Ce n'est pas seulement pour moi. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pendant un instant, j'ai vu le frère avec qui j'avais grandi, les genoux écorchés, chassant des cerfs-volants avec moi sur l'Eastern Prom. Mais ce garçon était parti. Maintenant, il voulait mon silence et mon sacrifice pour réparer ses erreurs. Je ne suis pas ta garantie, dis-je doucement. Et notre grand-père ne t'a pas choisi pour cette maison. Il m'a choisi. Tu n'aimeras peut-être pas ça, mais c'est la vérité. La mâchoire de Rogan s'est serrée, son désespoir bouillant à nouveau de rage. Tu le regretteras. Ils s'en assureront. Je suis resté ferme, le bruit des déménageurs fermant les portes du camion ponctuant l'air. Rogan a jeté un dernier regard vide. Mais ce qu'il a vu manquer, ce n'était pas des meubles. C'était son droit de naissance qui glissait par la porte avec eux. 2 matins plus tard, j'étais avec Sloan dans le tribunal des successions du comté de Cumberland. La copie du testament de mon grand-père serrée comme une bouée de sauvetage. La salle d'audience sentait légèrement le vieux papier et le cirage, et mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée, rigides comme des statues. Rogan remuait sur son siège, agité, la peau autour de ses yeux tendus par le manque de sommeil. Sloan s'est levée la première. Sa voix était ferme alors qu'elle exposait la chaîne des événements, le testament notarié de Silas Alden, les paiements hypothécaires que j'avais effectués, les reçus des réparations,
l'affidavit des voisins qui avaient témoigné de mes soins pour la maison. Elle se mouvait comme si elle avait répété cela pendant des années. La réplique de ma mère fut vive et récitée. Silas a toujours voulu que la maison reste dans la famille. Nous pensions que c'était une question d'intention, pas de paperasse. Mon père acquiesçait, ses yeux m'évitant. Ils ont parlé des besoins de Rogan, de son enfant à venir, de son rôle d'aîné. Le juge a interrompu, levant la main. L'intention n'est pas plus forte qu'un document signé et notarié. Ce testament est clair. La propriété appartient à Marie Alden. Jusqu'à la pleine exécution de la procédure de succession, aucun transfert ni occupation ne peut avoir lieu. L'ordonnance de restriction est maintenue. Le marteau est tombé et son son a retenti comme le tonnerre. Mes parents ont sursauté. Le visage de Rogan s'est durci, et pour la première fois depuis le dîner sur Muail, j'ai senti le sol se tenir ferme sous mes pieds. Par la suite, je suis retourné à la maison. Les déménageurs l'avaient laissé à moitié vide, pourtant le silence ne ressemblait plus à une perte. Je suis entré dans la cuisine, et ouvert le tiroir où tintinabulaient les clés volantes, et ai choisi la vieille clé en laiton que Silu gardait sur une lanière de cuir. Je l'ai posée sur le comptoir, non pas comme une offrande, mais comme un repère. Cette clé n'était le moyen de chantage de personne. C'était la preuve de ce qui avait déjà été décidé des années avant que je n'ai jamais pensé en avoir besoin. Quand j'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai su que la bataille n'était pas terminée, mais l'histoire qu'ils avaient écrite sur moi était déjà en train de se briser. L'acte officiel est arrivé par la poste une semaine plus tard, mon nom inscrit là où mes parents avaient essayé de l'effacer. Je me suis assise au petit bureau de mon appartement et j'ai tracé les lettres du doigt, non pas avec triomphe, mais avec un calme inhabituel. Le tribunal s'était rangé de mon côté. La loi avait confirmé ce que Silas avait laissé derrière. Pourtant, je n'ai ressenti aucune envie de planter un drapeau dans le salon et de revendiquer la victoire. Au lieu de cela, je me suis promené dans les rues autour de Muail, m'arrêtant au front de mer où j'avais été avec mon grand-père enfant. Il croyait aux maisons non pas comme des trophées, mais comme des ancres, des endroits qui maintenaient les familles et les voisins stables à travers les tempêtes. Je pensais à Madame Panfield qui regardait depuis son porche, à Tom Keegan qui hochait la tête devant les poutres que j'avais réparées. Il faisait aussi partie de cette histoire. L'idée est venue tranquillement. Je garderai l'acte, mais pas de la manière qu'imaginaient mes parents ou Rogan. J'ai rencontré un représentant d'un fonds foncier local, qui protégeait des maisons pour les familles ouvrières le long du port. En quelques jours, nous avons rédigé un bail qui plaçait la maison dans leur programme, garantissant qu'elle resterait abordable et sûre. En retour, j'ai gardé un petit studio à l'étage pour moi, une seule pièce avec une fenêtre qui donnait sur Casco Bay. Lorsque j'ai signé le bail, le soulagement m'a envahi. La maison resterait debout, mais elle ne serait pas une scène pour l'ego de Rogan ou les manipulations de mes parents. Elle servirait la communauté qui nous avait toujours entourés, et je pourrais y entrer seulement quand je le choisirais. Ce soir-là, j'ai déverrouillé le studio et posé mon sac par terre. Les pièces en bas appartiendraient bientôt à une autre famille, leur voix remplaçant le silence. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré sans poids sur ma poitrine, prête à mettre le reste par écrit. Je me suis assise dans le studio de l'étage avec l'acte et les papiers du bail empilés proprement à côté de moi. La maison en bas accueillerait bientôt une autre famille, et je voulais fixer mes propres limites aussi clairement que les lignes juridiques maintenant tracées. J'ai ouvert une page blanche dans mon carnet et j'ai commencé la lettre à mes parents. J'ai écrit sans fioriture. Je ne serai plus leur sauveuse. Je ne paierai plus leurs factures, leurs hypothèques, ni leurs erreurs. S'ils voulaient une chance de contact, ils devraient s'engager dans des séances de conseil, non pas comme punition, mais comme condition de confiance. J'ai joint des copies des reçus, de l'ordonnance du tribunal et du testament. Je ne voulais aucun débat, seulement de la clarté. Quand j'ai scellé l'enveloppe, mes mains n'ont pas tremblé. Ce n'était pas la colère qui me guidait, mais le besoin d'arrêter de répéter le même cycle. Un coup à la porte m'a surprise. Madame Panfield se tenait là avec un petit panier de muffins. Elle a souri doucement, ses yeux brillants. Pour la femme qui a maintenu le porche debout, a-t-elle dit. Ces mots ont rempli la pièce d'une chaleur que le papier seul ne pouvait porter. Plus tard dans la soirée,
Tom Keegan m'a arrêté dans la rue. Il m'a tapé sur l'épaule, sa paume lourde de respect. S'il lui aurait voulu que ce soit ainsi, a-t-il dit simplement. Et je l'ai cru. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message de Rogan. Il était plus court que ce que j'attendais, dépouillé de bravade. Il a admis ses erreurs, a parlé de sa peur pour l'avenir, et a demandé du temps pour redresser les choses. Pour la première fois depuis des années, ses mots ne demandaient pas, ils suppliaient. Je n'ai pas répondu à son message. La lettre à mes parents était prête pour la poste du matin, sachant que la dernière étape était encore devant moi. Des mois plus tard, le bruit de nouveaux pas emplissait les pièces en bas. Une jeune famille s'était installée sous le bail du fond foncier, leur rire résonnant à travers les planchers la nuit. Des jouets dispersés sur le porche où j'avais autrefois empilé des volets de tempête, et la vue me donnait plus de paix que le vide ne l'avait jamais fait. Je suis resté dans le petit studio à l'étage, une seule pièce avec de grandes fenêtres donnant sur Casco Bay. Chaque matin, j'ouvrais les rideaux à la lumière qui s'étirait sur l'eau, et je sentais la stabilité qui avait manqué pendant des années. Sur un mur, j'ai accroché l'acte encadré à côté de l'ancienne carte de réparation de Mangeoil de Silas, les notes au crayon marquant les années où il avait remplacé des bardeaux après des ouragans et renforcé des poutres après des blizzards. C'était moins un trophée qu'une boussole, me rappelant ce que signifiait vraiment la gestion. L'espace était simple, un bureau, une chaise, un lit près de la fenêtre, mais il n'appartenait à aucune attente sauf la mienne. J'y écrivais souvent, parfois du code pour le travail, parfois des mots qui ne seraient jamais envoyés. Des lettres à un mois passé qui pensaient que le silence était le seul moyen de maintenir la paix. En bas, la famille peignait les murs de leur propre couleur, remplissait la cuisine d'odeurs de ragoût et de pain. J'entendais tout cela et souriais parce que la maison était vivante d'une manière qui ne me vidait pas. Elle se tenait non pas comme un moyen de chantage ou une arme, mais comme un lieu qui avançait. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur avec chaque clou ou chaque dollar dépensé. Ma valeur n'était pas cachée dans les planchers ou négociée à une table de dîner. Elle reposait dans la limite que j'avais tracée, la vie que j'avais choisie, et la porte que j'avais appris qu'en la fermer.